Sarah Knafo, députée européenne du parti Reconquête, et ce dimanche dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h. Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour madame. À mes côtés, mesdames. pour vous interviewer ce dimanche, Françoise Fressos du journal Le Monde et Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à toutes et tous. On va commencer comme toujours avec vos images de la semaine. C'est l'occasion de revenir sur les temps forts de ces derniers jours, d'évoquer ce qui a fait parler. Sarah Knafo, qu'est-ce qui vous a fait réagir cette semaine en particulier ? Alors moi, c'est une image que nous avons tous vue jeudi, le 1er mai, dans nos villes et dans nos villages. C'est l'image des boulangeries fermées. Ce qui m'a frappée, c'est que j'y vois une preuve de plus d'un État nounou qui pense savoir mieux que nous quel est le bien qu'il peut nous faire. Pourquoi ? Parce que les boulangers qui décidaient d'ouvrir quand même devaient payer une amende de 750 € par salarié s'ils ouvraient. Et quand bien même le salarié voudrait travailler dans cette boulangerie, quand bien même, vous le savez, comme pour les dimanches, quand on travaille un jour férié, on est rémunéré à près du double. Donc quand bien même un salarié, un Français qui se dit « j'aimerais avoir de l'argent en plus », par exemple pour partir en week-end pour le 8 mai, par exemple pour profiter du pont de l'Ascension avec sa famille, ou quoi que ce soit, ce salarié-là qui voudrait juste travailler pour gagner un peu plus, se voit interdire par l'État de pouvoir le faire. Et moi, j'y vois une preuve de plus que l'État pense pouvoir faire le bien à notre place, qu'il est impitoyable avec les gens honnêtes, puisque je vois rien de malhonnête à vouloir simplement ouvrir sa boulangerie pour travailler, quand on voit de plus en plus à quel point il s'avère impuissant avec les gens, pour le coup, vraiment malhonnêtes. Alors je me permets juste de dire que c'est pas l'État qui a imposé le 1er mai, c'est les combats syndicaux qui ont fait que le 1er mai... Et c'est l'État qui le fait respecter, c'est les préfectures qui viennent imposer des amendes de 750 € par salarié. Et là, on voit une forme de combat impitoyable contre ces gens. C'est ce que disaient les boulangers, je sais pas si vous les avez écoutés. Si, bien sûr. Ils disaient que depuis l'année dernière, cette mesure était appliquée de manière impitoyable, ce qui ne l'était pas dans les années passées. Et donc il y a des sénateurs centristes qui ont fait une proposition de loi. Le gouvernement dit c'est très bien, vous pourriez la voter aussi si vous étiez au Sénat. Oui, tout à fait. Au Sénat, oui, ou au Parlement français. Je pense que c'est tout à fait une bonne idée, qu'en réalité le vrai combat social, c'est de laisser aux salariés la liberté de pouvoir travailler s'ils le souhaitent, ou de ne pas travailler. Tout à fait. Il y a pas d'obligation. C'est comme pour les dimanches. Donc ils n'y sont même pas obligés, mais quand même ils le voudraient. Aujourd'hui, c'est interdit. Allez, autre image, la vôtre, Alix Bouillaguet. Vous revenez sur les manifestations de soutien qu'il y a eu durant toute cette semaine après le meurtre extrêmement violent, 57 coups de couteau, il faut le rappeler tout de même, contre ce jeune malien Aboubacar Cissé dans la mosquée du Gard. C'était vendredi dernier. Oui, cette photo a été prise cette semaine, vendredi, à Roanne, dans le Loir, lors d'un rassemblement en hommage à Aboubacar Cissé. On peut y lire sur cette photo Stop islamophobie. Au-delà du drame, ce mot islamophobie a fait polémique. François Bayrou ou Laurent Wauquiez l'emploient. En revanche, Bruno Retailleau s'y refuse, tout comme Manuel Valls. Pour eux, la formule est connotée. Elle provient du lexique des frères musulmans qui diffusent l'islam politique. Mais dans les faits, ce terme d'islamophobie a été utilisé pour la première fois en 1910 par le juriste Alain Queulien dans sa thèse de doctorat présentée à la faculté de droit de Paris. Ce terme décrit un préjugé contre l'islam parmi les peuples des civilisations occidentales et chrétiennes. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi refuser les mots justes, résume François Bayrou. Je vous pose la question, Sarah Knafo, pourquoi refuser d'utiliser les mots justes ? Alors, vous venez d'utiliser une définition. Merci déjà, parce que au moins vous replacez les choses dans leur contexte. Vous dites l'islamophobie, ce serait donc ce qui caractérise la haine de l'islam par les sociétés chrétiennes. Est-ce que vous savez si l'homme qui a tué ce musulman malien en situation irrégulière sur notre sol était de confession chrétienne? Non, mais en tout cas, vous ne le savez pas. C'est documenté. C'est documenté qu'il est chrétien. Non, mais le fait qu'il ait porté atteinte à l'islam et à la religion et à la confession d'Aboubacar déjà, ça ne répond pas à la définition que vous avez sous les yeux et que vous venez de nous dire. Non, mais pardonnez-moi, attendez, je vous coupe juste. L'islamophobie. Oui, bien sûr, mais islamophobie. Attendez, islamophobie, pardonnez-moi, c'est très clair. Phobie, phobe, détestation, haine. Donc vous revenez sur la définition de votre collègue, pas de problème. Vous pouvez, moi j'y répondais. Donc maintenant, je continue ma réponse. Ce meurtre, ce qui s'est passé en France, là, la semaine dernière, c'est exactement la société que nous avons toujours combattue. C'est-à-dire une société dans laquelle vous avez un homme immigré d'origine bosnienne, au RSA, qui peut soudain croiser la route dans le sud de la France d'un Malien musulman en situation irrégulière, donc un clandestin sur notre sol. Cette société-là
nous ne l'avons jamais voulu. Nous l'avons toujours combattu. Pourquoi ? C'est pas notre question, Sarah Knafo. Parce qu'elle arrive à des sociétés violentes. C'est pas notre question. C'est pas notre question. C'était pas la question d'Alex Bouyagé. C'est ma réponse. Elle aboutit à une société violente. Oui, mais normalement, on vous pose des questions et vous êtes là pour essayer de... Bah non, vous n'y répondez pas, je suis en train de vous dire... Non, mais je suis en train de vous dire que vous n'y répondez pas. Elle aboutit à une société violente. Moi, je m'inscris en faux avec ceux, notamment à la France Insoumise, qui ont parlé d'islamophobie d'État. Là, ça vous plaira peut-être, je réponds à la question. Je m'inscris en faux avec cette vision des choses. Pourquoi ? Et l'introduction était importante, madame, ne vous en déplaise. Un homme d'origine bosnienne qui tue dans une mosquée, un homme qui prie, évidemment je le condamne, c'est horrible, c'est un crime atroce, en plus les circonstances sont horribles, mais on ne peut pas attribuer ça à tous les Français. Encore moins à un système qui dépendrait de la France. Quand je vous dis que cette société, nous l'avons toujours combattue, à aucun moment, les Français, dans leur grande majorité, ne souhaitent une société islamophobe. Personne ne veut vivre dans un monde où on a peur de son concitoyen, où on a peur de gens qu'on a accueillis. On ne veut pas vivre dans cette société-là. Et c'est pour ça que je vous dis que je m'inscris en faux avec ce récit qui est fait, avec, à mon avis, cette manipulation de la part de l'extrême gauche qui vise à accuser tout le peuple français, et même tout l'État, quand il parle d'islamophobie d'État, pour un crime qui, je vous le répète, n'avait rien à faire sur notre sol. Ces deux individus n'auraient jamais dû se croiser. Et si notre politique avait été appliquée, ils ne se seraient jamais croisés. Maintenant, ce qui me choque encore plus quand je vois ces images et que je vous entends célébrer ces manifestations, on n'a pas célébré, on célèbre rien du tout. Nous sommes journalistes factuellement, elles ont existé, on vous en parle. Pardonnez-moi, mais j'écoute France Inter, donc je vois à quel point ces manifestations ont été célébrées. Je parle peut-être pas de vous, mesdames, peut-être que vous ne les célébrez pas, mais j'ai écouté vos collègues. Non, on les célèbre pas, nous en parlons. Je viens de vous le dire, peut-être pas vous, mais j'ai écouté vos collègues. Or, je me souviens du traitement de France Inter au moment où Reconquête, mon parti, avait voulu rendre hommage à la mémoire de Lola. Rappelons-le, Lola, une petite fille de 12 ans, assassinée dans le 19e arrondissement de Paris. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que vous me coupez quand je parle d'une petite enfant française qui est morte, mais en revanche, que vous voulez continuer de parler de ce drame-là et qu'à chaque fois qu'il y a d'autres drames, vous les occultez. Ou vous accusez et clouez au pilori les gens qui, eux, veulent célébrer la mémoire des petits-enfants français qui sont morts. Pour Lola, je me souviens parfaitement du traitement de France Inter. Vous disiez que c'était une honte de faire une manifestation alors que le corps était encore chaud. Et là, ça n'est pas une honte. C'est ce que je suis en train de faire, madame. Alors, mais quand on parle de petits enfants français, pour vous, ce n'est pas une réponse. Non, mais on parle de l'actualité. L'actualité de cette semaine, c'est pas l'actualité. Non, Lola, ça date de quelques semaines. Donc maintenant, on l'oublie, on n'en parle plus. Mais non, j'ai pas dit qu'on l'oubliait. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours dans le Gard. Et la question en jeu, c'est la question d'un mot, islamophobie. Et donc, du coup, je vous pose la question très directement. Oui, je vous pose, et ce sera la dernière sur ce sujet-là, on va avancer, parce qu'il y a plein d'autres sujets palpitants dont on va parler. C'est, est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, tout à fait. Non, c'est pas ma question, je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et je vais même aller plus loin, est-ce qu'il est raciste, en fait, dans la mesure... Non, mais on va pas s'affoler, on va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe, selon vous ? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups de gens qui n'auraient rien à faire chez nous. Et madame, c'est bel et bien une réponse. Alors, je l'entends, on va avancer. Je précise juste quand même sur Lola qu'il faut se souvenir précisément de ce qui s'est passé. La famille de Lola, si vous vous en souvenez bien, ne souhaitait pas que ça soit politisé et ne souhaitait pas, notamment, elle s'était directement adressée à votre parti Reconquête en disant effectivement que... allez-y. C'est très bien. La mère de Lola a pris la parole il y a de ça même pas 2 mois. Et elle a dit que ce qui l'avait aidé à survivre au moment où sa petite fille a été découpée en morceaux par une Algérienne sous OQTF, c'est le fait que les Français avaient manifesté en sa mémoire. Alors madame, s'il vous plaît, n'inventez pas de propos à cette pauvre famille dont le père est mort de chagrin. Et justement, la mère remerciait ceux qui avaient rendu hommage à sa fille. Donc s'il vous plaît, ne faites pas parler ces pauvres gens.
On va essayer d'avancer. J'espère qu'on va pouvoir vous poser des questions et que vous allez accepter d'y répondre. Avant cela, il y a la troisième et dernière image qui est celle de Françoise. Alors moi, je reviens au 1er mai, mais sur un autre angle qui est plutôt l'angle social, le retour de la question de l'emploi, qu'on avait un peu oublié en France ces dernières années. On a une crise économique et on a aussi une crise de l'acier. Et c'est la gauche unie qui est à ArcelorMittal, à Dunkerque, pour essayer de se mobiliser contre les 636 suppressions de postes envisagées par ArcelorMittal. C'est un dossier qui parle à la gauche parce qu'en 2012, il y avait eu la fermeture du haut fourneau de Florange avec une grande polémique. Fallait-il nationaliser comme le voulait Arnaud Montebourg? Et à ce moment-là, Jean-Marc Ayrault avait dit non, c'est pas la solution. Donc ça reste un problème politique au sein de la gauche, mais c'est aussi un problème d'actualité aujourd'hui. Est-ce que l'acier fait partie de notre souveraineté? Est-ce que c'est un enjeu de défense? Et pour défendre l'acier français ou européen, quel est le bon échelon d'intervention? Est-ce que c'est la nationalisation par un État qui n'a pas beaucoup d'argent? Est-ce que c'est au niveau européen qu'il faut se mobiliser? En tout cas, c'est un enjeu dont on va parler au cours des prochaines semaines parce que ça participe aussi du nouvel ordre mondial où il faut qu'on se remuscle au niveau de notre production et au niveau de notre souveraineté. And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any. Voilà le président américain Donald Trump mardi devant ses partisans lors d'un meeting dans le Michigan. Nous sommes ici ce soir au cœur de notre nation, c'est ce qu'il dit dans ce discours, pour célébrer, précise-t-il, les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire de notre pays, selon beaucoup de gens. Voilà à peu près pour la traduction de Donald Trump. Sarah Knafo, est-ce que les 100 premiers jours de Donald Trump sont les plus réussis de toute l'histoire des États-Unis? Les bourses, je le disais en introduction, sont fébriles, les succès diplomatiques se font attendre, le tourisme aux États-Unis s'effondre, c'est le retour de certaines épidémies, même je pense à la rougeole. Est-ce que la politique de Trump est une réussite pour l'instant? Alors, dire que c'est la plus grande réussite de l'histoire, pardonnez-moi, mais je ne serai pas la porte-parole de la Maison-Blanche sur ce plateau. Moi, j'essaye de regarder les choses en tant que patriote française, toujours, de voir quel est notre intérêt, ce qu'on peut en tirer en termes d'enseignement. Ce que j'observe pour l'instant, c'est qu'il y a chez certains une forme de joie mauvaise à se rendre compte qu'en 100 jours, on ne peut pas tout changer. Et c'est vrai, en 100 jours, on ne peut pas reconstruire ce que certains ont mis 30 ans à détruire. En revanche, quand j'essaye de regarder ce qui a pu marcher pour voir ce que nous, on pourrait faire, je m'aperçois que sur divers sujets, en effet, il y a eu des réussites. Lesquels? Alors, si vous prenez, par exemple, l'un des terrains sur lesquels Donald Trump a été élu, c'est le sujet migratoire. Vous vous apercevez qu'en 100 jours, il a réussi 100 000 expulsions. Quand on compare à nos propres chiffres, chez nous, ça a été 5 000. 5 000 avec un ministre de l'Intérieur que vous aviez tout à l'heure demandé s'il était raciste. Donc un ministre de l'Intérieur qui est perçu par beaucoup de gens comme très à droite. Et imaginez qu'avec lui, 5 000 contre 100 000 aux États-Unis. Vous me permettez juste une note de bas de page. Aux États-Unis, 450 millions d'habitants. En France, 68 millions. Tout à fait. Vous avez raison de le dire. Alors, revenons à leurs ordres de grandeur. Vous aviez par le passé près de 4 millions d'entrées de migrants qui arrivaient par le Mexique. Aujourd'hui, ça s'est presque tari. Vous n'avez presque plus d'entrées. Ça, à mon sens, c'est une première victoire. Quand vous regardez comment est-ce qu'il a abouti à cette victoire, parce que là, on pourrait en tirer quelque chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir quel impact sur nous Français, qu'en tirer. Vous voyez que, par exemple, avec la Colombie, il a réussi en 2 heures ce que nous n'arrivons pas à faire avec l'Algérie depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, vous ne voulez pas reprendre vos clandestins? Très bien. Nous allons arrêter l'aide publique au développement, nous allons empêcher les transferts de fonds, nous allons bloquer à la frontière et en 2 heures, le gouvernement colombien a carrément envoyé l'avion présidentiel pour aller de la Colombie pour aller chercher leurs clandestins aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on gagnerait à s'en inspirer. Tout à fait. La preuve comme quoi, parfois, avec simplement un peu de bonne volonté, il faut comprendre que pour certains États, ils ne sont forts que de nos faiblesses. À mon avis, c'est particulièrement le cas avec l'Algérie. Ils comprennent qu'on n'osera pas. Et donc, ils continuent d'agir. Ils gardent Boualem Sansal dans leur prison, ce qui est un scandale. Et ils comprennent bien que la France n'agit pas. Alors même que Boualem Sansal, vous le savez, est de nationalité française. Et donc, ils ne sont forts que de nos faiblesses. C'est ce que Trump a compris. Voilà, mais on revient à Trump. Si vous aviez un mot pour qualifier les 100 premiers jours de Donald Trump, vous diriez quoi? Volontariste. Je dirais que je ne sais pas s'il va réussir,
mais je suis sûre qu'il fallait essayer. Alors là, je vous ai parlé d'un point de vue sécuritaire, on pourrait aller sur les autres sujets. D'un point de vue économique, le dodge d'Elon Musk, qui a été beaucoup décrié, je remarque ce matin dans le JDD que François Bayrou essaye de reprendre certaines de ses formules, ce qui m'amuse un peu, vu tout le mal qui en a été dit. Je vais y venir. Donc sur le dodge, 150 milliards. Non, attendez, il faut expliquer ce que c'est que le dodge. Hein. Ah pardon, donc c'est l'efficacité gouvernementale. Voilà, c'est le ministère d'Elon Musk. C'est pas vraiment un ministère, mais en tout cas c'est une section qui travaille aux côtés de l'administration américaine, qui a été dirigée par Elon Musk et qui a pour objectif de trouver des pistes d'économie à faire sur le budget fédéral, considérant... Et donc des centaines de milliers de postes supprimés, de fonctionnaires supprimés, ça par exemple c'est un choix que vous aimeriez. Des postes gelés pour essayer d'arrêter d'embaucher sur certains secteurs qui, de la vie de l'administration américaine... Mais juste une seconde, vous vantez juste les promesses d'Elon Musk. Dans mes souvenirs, il avait promis de couper 2000 milliards dans le budget. Sur l'ensemble. À l'arrivée, on est à peine à 150 millions. 140 milliards d'euros. Donc de dollars. Le bruit, de dollars. Le bruit, la fureur. Alors attendez, dans les faits, c'est plus compliqué. Vous faites une multiplication. Vous parlez d'une promesse qui devait faire puisque c'est pas un quinquennat, qui devait durer sur 4 ans. On en est à 100 jours. En 100 jours, merci de l'avoir rappelé, c'est pas 140, c'est 150 milliards d'économies qui ont été faites. Je rappelle que dans le même temps, même lui reconnaît que ça patine quand même. Et en plus, vraiment bien que je puisse au moins finir mes phrases. Si j'ai bien compris, dans le même temps, François Bayrou est en train de chercher 40 milliards d'euros seulement. Regardez les ordres de grandeur. Sur ces 40 milliards d'euros, à mon avis, on peut très simplement les trouver. Mais 150 milliards d'économies en 100 jours, je prendrai. Est-ce qu'on peut aller au fond de l'affaire, c'est-à-dire au fond le grand mécontentement des Américains, la chute de popularité de Trump, les difficultés de fonctionnement démocratique de ce pays, où au fond Trump a l'air d'agir absolument seul, de façon erratique, avec un Congrès qui n'a plus son mot à dire, des décisions de justice qui sont contestées. Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès démocratique, le mode de fonctionnement de Donald Trump? Alors, je commence par le début de votre phrase. Sur la chute de popularité, il est à 43%, je crois. Emmanuel Macron, c'est 21%. Bon, j'avoue qu'on peut donner des leçons sur la chute de popularité. Lui, il est à 100 jours, Donald Trump, Emmanuel Macron, il est à 7 ans. Il y a peut-être une petite différence. Oui, vous avez raison. En 7 ans, 8 ans d'ailleurs, il a eu le temps de décevoir tout le monde. Ça, vous avez entièrement raison. Attendez, j'ai un vrai sondage avec des vrais chiffres. J'aime bien les donner dans ces cas-là. Selon un sondage IFOP qui a été publié cette semaine, 6 Américains sur 10 disent avoir honte aujourd'hui de Donald Trump et 25% de ses électeurs disent regretter leur vote. C'est quand même pas des chiffres très optimistes pour lui. Vous avez raison. Moi, je dis pas que c'est parfait, encore une fois. Je vous dis, on peut pas faire en 100 jours ce que les gens ont détruit en 30 ans. Non, c'est pas le problème de l'efficacité, c'est le fonctionnement démocratique et au fond, la satisfaction qu'il était censé donner au peuple américain. Où sont les résultats et est-ce qu'il n'y a pas au contraire danger d'aller vers une sorte de présidence impériale où au fond, le pouvoir est confisqué par quelques-uns? Est-ce que ça vous interpelle pas? Alors, moi, j'avoue que c'est pas le sentiment que j'ai, le fait qu'il ait confisqué le pouvoir par quelques-uns au profit d'une caste qui serait à sa main. Moi, le sentiment que j'ai, c'est plutôt que les Américains avaient le sentiment que depuis maintenant des années, des décennies même, le pouvoir leur était confisqué et que plus personne ne défendait des politiques qui allaient dans leur sens. Il a été élu sur ses aspirations populaires, la réindustrialisation du pays, la liberté d'expression, la fin du wokisme, etc. Encore une fois, je vous répète, je vous dis pas qu'il va tout réussir, je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas surtout pas qu'on peut y arriver en 100 jours. Je crois que d'ailleurs, lui aussi dit pas qu'il peut y arriver en 100 jours. Il est un petit peu rétropédalé. Je ne crois pas qu'on puisse y arriver en 100 jours. Je vous dis, je suis sûre qu'on peut essayer. Maintenant, si on essaye de trouver ce qui a marché, alors je vous ai dit, sur l'économie, sur l'immigration, je considère aussi que sur ce qu'il a appelé pendant toute sa campagne l'anti-wokisme, il a réussi là aussi à obtenir quelques résultats, mais là encore lacunaires. Quand il dit qu'il veut combattre l'antisémitisme dans les universités américaines, c'est très difficile. Vous avez vu à quel point cela réussit. Sur la question, pardonnez-moi, de la démocratie. Et la démocratie, alors, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, il a annoncé, Donald Trump, un défilé militaire. Ça paraît anecdotique, sauf que il a décidé, vous avez suivi le truc, de le proposer le jour de son anniversaire, le 14 juin prochain. Là aussi, la même question. Est-ce que c'est votre conception de la démocratie ou est-ce qu'on est en train de glisser tranquillement vers un régime autoritaire? Non, c'est pas Organiser un défilé militaire le jour de son anniversaire, c'est cocasse. Oui, je suis d'accord avec vous. La personnalisation du pouvoir, c'est inquiétant, etc. C'est pas ce que je défends. Moi, c'est quand même un peu le sujet. C'est le sujet. Alors moi, je vous dis que sur ce sujet, ce n'est pas ce que je défends. En revanche, ce que j'observe, c'est que typiquement, il disait on va défendre la liberté d'expression. À l'époque, il y avait que Elon Musk qui le suivait, qui avait racheté Twitter et qui avait dit on va essayer de mettre en place des mécanismes qui empêchent la censure, etc. Depuis, il a presque tous les grands patrons de la tech qui sont venus à ses côtés et qui ont dit nous aussi on va s'y mettre. Vous avez vu l'exemple emblématique de Mark Zuckerberg, historiquement démocrate, qui du jour au lendemain s'est rallié
à la vision trumpiste en la matière. Et donc, je considère que ça, un petit peu coincé économiquement pour ne pas perdre trop d'argent. Vous l'avez vu à l'investiture, etc. Il aurait quand même pu être un peu plus mesuré dans son soutien. Et Elon Musk, si je suis bien ce qui se dit, devrait pas rester très longtemps encore aux côtés de Donald Trump. Manifestement, il a envie de retourner auprès de ses boîtes. Il s'aperçoit qu'elle paye très cher. Très bien du côté de Tesla. Vous êtes passé comme un peu vite sur le volet économique de Donald Trump. On m'a posé la question sur la démocratie. Non, mais à un moment, parce que effectivement, Trump promet un boom économique, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais il reconnaît lui-même que dans un premier temps, il y a un gros risque de récession. Il parle même d'une phase de transition. Mais ça peut durer longtemps et ça se fera sur le dos des Américains, sur leur pouvoir d'achat. Alors, pour pouvoir expliquer ce qui se passe et pourquoi est-ce que certains imaginent qu'il y aura une phase de récession, il est en train de dire, on a misé pendant des décennies sur un modèle qui reposait sur la consommation. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pour avoir les prix le plus bas possible, on va importer tout ce que les Américains consomment de l'étranger. C'est ce qui s'est passé avec la Chine, c'est ce qui s'est passé dans les grandes surfaces américaines où pratiquement plus aucun produit n'était produit sur le sol américain. Et c'est malheureusement ce qui se passe aussi chez nous, sur le sol européen dans son ensemble, pas qu'en France, mais dans l'ensemble du continent européen. Pour passer de ce modèle de consommation qui a fait beaucoup de mal parce qu'il a fait disparaître des métiers, parce qu'il nous a empêchés d'avoir une économie productive, parce qu'on a délocalisé énormément d'usines. Vous parliez tout à l'heure, Madame, d'ArcelorMittal, c'est très important, c'est un sujet pour le coup majeur et je regrette qu'on n'entende que la gauche sur ces questions. Vous avez raison parce que c'est un sujet majeur pour l'ensemble de la nation. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on entendait la gauche. C'est moi qui le dis. Je vous ai pas dit que vous l'aviez dit, c'est moi qui le dis, je le regrette. Donc, sur ces sujets majeurs, l'objectif, à mon sens, qui devrait être le nôtre, c'est de passer d'une économie uniquement qui repose sur la consommation à une économie de production. Pour faire ça, la solution choisie par Donald Trump en apparence, c'est les droits de douane. On va taxer les produits qu'on importe pour rendre plus compétitifs les produits qui sont sur notre sol. Pourquoi est-ce que ça va passer par une phase où, comme vous le dites, les Américains peuvent avoir le sentiment que c'est eux qui payent cette politique? Parce que ça va renchérir le prix des produits. Vous êtes d'accord? Si on commence à mettre des droits de douane sur les produits qu'on importe de la Chine, soudain ils vont devenir plus chers. Et donc, quel est l'objectif de cette augmentation des prix des produits importés? C'est de rendre attractifs les produits qui sont fabriqués chez nous. Pourquoi? Parce que si vous considérez qu'un citoyen n'est qu'un consommateur, alors là vous avez raison, on va dire il va payer. Mais si vous considérez que le citoyen n'est pas qu'un consommateur, mais aussi un travailleur, quelqu'un qui produit, alors dans ce cas-là, c'est lui qui va être récompensé, puisque c'est le travail de son usine, de sa manufacture, de son artisan qui va être réindustrialisation. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Par exemple, le pari de Donald Trump qui disait venez investir chez nous, et que vous voyez au fond. Alors ça, la chute des bourses, le dollar qui se casse la figure, un doute mondial énorme sur le comportement intempestif de Trump. On sait jamais où vous dites pas, mais il est en train de complètement rater son pari. Alors sur la première partie, vous dites quand Donald Trump voulait attirer des capitaux chez lui, ça force est de constater qu'il y arrive. Madame, vous aimez les chiffres, vous avez vu les chiffres des investissements qui arrivaient aux États-Unis. Ça, pour l'instant, c'est un succès. Je pense que nous aussi, on aimerait beaucoup avoir autant d'investissements directs de l'étranger. Ça, il y arrive. À avoir des investissements. On est le premier pays en France où on y investir. Oui, je rappelle juste. Donc, tout va bien. Oui, bien sûr. Mais on aimerait avoir des montants astronomiques comme eux. Donc, de ce point de vue-là, il y arrive. Ça fait partie aussi, à mon avis, des succès qu'on peut apporter à son crédit pour les 100 premiers jours. Donc, passer à une économie de la production, vous avez dit que ça pouvait aussi faire que le dollar baisse. C'est son objectif. Et sur ça me permet de répondre à 2 remarques qui ont été faites, à savoir un comportement qui serait erratique, intempestif, etc. Moi, j'aime aller au fond et j'aime lire ce sur quoi repose la vision des hommes. C'est pas tant Trump qui est intéressant, à mon avis, dans ce sujet-là, c'est qui le conseille? Sur quoi repose sa vision des choses? Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, mais c'est peut-être fait, à lire un économiste qui s'appelle Stéphane Mirand, qui a écrit, en novembre 2024, toute la thèse que Trump est en train d'appliquer à la lettre. Il dit, dès le départ, les droits de douane, ça ne doit être que transitoire. Ça doit servir à mettre les gens autour de la table. C'est-à-dire qu'on va négocier et qu'on va leur demander des choses. Quel est l'objectif au fond? Et c'est pour ça que quand vous voyez la chute du dollar, il ne faut pas le prendre comme une mauvaise nouvelle pour eux. Leur objectif, c'est d'abaisser la valeur du dollar. Ils considèrent que le dollar fort, c'est ce qui les a plombés. Comme nous, vous vous souvenez, il y a beaucoup de débats en France qui considèrent que l'euro est trop fort et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles notre industrie n'est pas compétitive. Notre industrie française. Je me permets juste quand même, je ne sais pas s'il l'a lu scrupuleusement. C'est son conseiller, il l'a même nommé à son conseiller économique. Quand on voit ce qu'il fait, et on va avancer, on va parler de diplomatie maintenant, mais quand on voit ce qu'il fait, il a quand même déjà beaucoup rétropédalé, beaucoup reculé sur les droits de douane. Alors justement, comme je vous le disais, les droits de douane, c'est vu comme transitoire, c'est écrit noir sur blanc par Stéphane Mirand. C'est plus que transitoire. J'espère bien qu'il l'a lu. J'espère bien qu'il fait des annonces, il ne le met pas en place, il revient sur des annonces. J'espère bien qu'il l'a lu puisqu'il l'a nommé
à son conseil économique, c'est le chef. C'était ironique. Stéphane Miran, c'est un homme qui a fait Harvard. Il a été formé par les conseillers de Reagan. Je vous invite à lire cette thèse, puisqu'aujourd'hui, elle est considérée par Bercy, par le FMI et par Bruxelles, qui rêvent même de rencontrer ce Stéphane Miran, parce que particulièrement, vous y voyez à quel point ça n'est pas erratique, c'est pensé. En fait, à vous entendre, vous avez une passion Trump. En fait, ça reste un modèle. Ah, pas du tout. Alors moi, j'ai pas une passion Trump. La passion que j'ai, c'est pour c'est quoi ses défauts? Alors dites-nous quelque chose où il a loupé. D'abord, il n'a rien de français. Il ne défend pas les intérêts de notre pays. C'est président américain pour le coup. Exactement. Donc c'est un modèle ou pas? Premier La question, défaut. elle est intéressante. Non, c'est pas un modèle, mais en revanche, les aspirations populaires qui l'ont conduite au pouvoir, ça pour moi, c'est un modèle parce qu'il y a les mêmes. On retrouve les mêmes dans tout l'Occident. On retrouve les mêmes en Grande-Bretagne. Vous avez peut-être vu que c'est le parti de Nigel Farage qui est arrivé en tête aux élections locales hier. On retrouve les mêmes en Italie. C'était des qui élections a amené partielles. Giorgia Meloni au pouvoir. Donc, à mon avis, ces aspirations populaires-là, c'est ce qui l'a aidé à gagner. Et comme je vous le dis, je ne sais pas s'il va y arriver. Mais je sais qu'il faut essayer et je sais que c'est ce que les peuples occidentaux attendent. Allez, on continue. Je voudrais qu'on parle un peu de diplomatie. Est-ce que face à Poutine, Donald Trump est en train de se faire balader? C'est une très bonne question. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse parce qu'on ne connaît pas encore, ni vous ni moi, la fin de l'histoire. Mais sur ce sujet-là, ce que j'observe et j'en suis satisfaite, c'est que petit à petit, toutes les grandes démocraties se sont alignées sur la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu. Je crois qu'il y a encore quelques mois, ça n'était pas du tout évident. Certains pensaient que ça faisait le jeu de Poutine de vouloir la paix. Aujourd'hui, on comprend que peut-être que le seul qui veut pas vraiment la paix, c'est Poutine. Alors qu'au contraire, Emmanuel Macron, vous l'avez vu, et notamment quand il a revu Zelensky au Vatican, reparle de la nécessité d'une paix rapide. Ursula von der Leyen, qui a été très va-t-en-guerre il y a encore 2 mois, parle désormais de paix. Donc il y a eu un alignement des démocraties sur cette nécessité. Je pense que tout le monde a commencé à comprendre que l'intérêt de l'Ukraine, c'était aujourd'hui une paix rapide. Pas une paix à n'importe quel prix, si vous voulez, on y reviendra. Ah non, mais ça c'est important, parce qu'effectivement, il y a en jeu la question de la Crimée. Tout à fait. Est-ce que la Crimée peut faire partie des concessions faites à Poutine? Alors ça, Zelensky le dira, c'est lui qui va négocier, et j'ajoute sur ce point que c'est très important que l'Ukraine soit en position de négocier. Mais vous en pensez quoi? Oui. Moi, j'en pense que si les habitants de la Crimée veulent être en Ukraine, ils doivent être en Ukraine. Je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes chez nous, pour la souveraineté nationale chez nous. Donc, par cohérence, je le suis aussi chez les autres. Donc, vous dites ça serait une paix au prix, une paix russe. Si les Criméens s'expriment en disant nous, on veut rester en Ukraine et qu'ils sont attrapés par le giron russe, là, oui, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui peut faire fléchir Poutine? C'est une très bonne question. Je pense que pour l'instant, il s'aperçoit qu'il est en train de gagner du terrain en Ukraine, qu'il est en position de force. Vous le savez peut-être, la hiérarchie militaire française s'en inquiète beaucoup. Ils disent qu'à horizon, même quand on regarde à horizon 30 ans, les capacités militaires de la Russie ne vont faire qu'augmenter. Et je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels la diplomatie française a changé de fusil d'épaule. Avec l'arrivée d'un Donald Trump notamment, on parlait de l'impact qu'il avait pu avoir sur différents sujets. Là, l'impact géopolitique, on le voit, a changé d'avis notamment sur cette question-là. Zelensky aussi, qui ne parlait jamais de paix, veut maintenant un cessez-le-feu pour cette raison. C'est-à-dire, on va peut-être arriver, si personne ne fait rien, à une situation où au lieu d'avoir la paix et un cessez-le-feu, on aura une capitulation de l'Ukraine. Ce qui, j'imagine, serait la pire des situations. Mais est-ce qu'on peut aussi avoir une paix mal négociée et au fond qui laisse libre cours à Poutine? Et est-ce que les Européens aujourd'hui doivent considérer que Poutine est un ennemi dangereux? Alors je pense que ce qu'il y a de nécessaire, c'est de faire que demain, il y ait sur le sol ukrainien une armée ukrainienne forte. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'à mon avis, ce serait la seule chose capable de tenir tête à un pays voisin menaçant. Et deuxièmement, parce que nous n'aurons pas les moyens éternellement de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Donc vous voulez pas de troupes françaises Non, surtout pas. Une fois qu'il y aura un cessez-le-feu sur le terrain en position arrière. Mais c'est une solution totalement irréaliste. Même Emmanuel Macron a dit que c'était irréaliste et qu'il fallait pas imaginer une troupe sur un front russe. Pour le coup, pas sur le front, mais par contre, c'est une solution totalement irréaliste et qui, à mon avis, ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je pense pas qu'il y ait un seul des 2 co-belligérants qui souhaite vraiment une solution pareille. Donc, je vous disais une armée ukrainienne forte parce que c'est leur seule garantie à long terme. Ils viennent de comprendre avec le potentiel retrait américain qu'ils pouvaient pas compter éternellement sur des alliés extérieurs. Et nous, vous le savez, nous n'en avons plus les moyens. Nous ne pouvons pas nous dire que sur les 30 prochaines années, nous allons continuer de soutenir un État pour faire une guerre sans fin, alors que, comme vous le voyez, la perspective de victoire est désormais assez faible. Alors, on va parler Union européenne. Juste avant, une dernière question quand même sur les États-Unis. Vous avez participé au grand rassemblement des conservateurs en février dernier. Il y avait Donald Trump, il y avait J.D. Vance, le vice-président. Il y avait Steve Bannon qui a refait un salut nazi.
Ça vous a pas choqué? Ça vous a pas donné envie de quitter en fait ce grand rassemblement des conservateurs? Bah écoutez, quand il y a eu ce geste, moi j'ai regardé ce qu'allaient faire plusieurs personnes. J'ai regardé ce qu'allaient faire les familles d'otages israéliennes. J'ai vu qu'elles sont restées. J'ai regardé ce qu'allait faire Amichai Shikli, le ministre israélien de la diaspora. J'ai vu qu'il était resté. J'ai regardé ce qu'allait faire Giorgia Meloni. Elle a fait un discours juste après. Mais vous, un Millet, salut etc. nazi ne vous dérange pas en fait, Sarah Donc Knafo, c'est ça ma question. Manifestement, si, Vous bien sûr, attendez, bien sûr que ça me dérange. On va commencer par ça, vous avez raison, bien sûr que ça me dérange. Je crois qu'il faut pas limiter donc cette conférence, le CIPAC, à la provocation d'un homme qui voulait qu'on parle de lui, qui a réussi, puisque jusque dans l'Union européenne, on a reparlé de lui alors que plus personne n'en parlait. Donc ça, d'abord, bien sûr que ça me dérange. Ensuite, est-ce que je Pas limite, suffisamment pour est-ce que je limite la conférence qui a rassemblé toutes les droites occidentale et du monde entier à Washington. Est-ce que je limite ça à un homme qui cherche une provocation pour faire parler de lui? Non. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez l'attitude de tous les autres, tout le monde est resté. La députée européenne du parti Reconquête, Sarah Knafo, est notre invitée ce dimanche dans Questions politiques. Je vais donc, comme promis, parler du Parlement européen. Vous appartenez au groupe Europe des nations souveraines. Vous en êtes la vice-présidente, un groupe majoritairement composé de parlementaires allemands de l'AfD, l'extrême droite allemande, l'AfD qui vient justement d'être classée très officiellement par le service du renseignement intérieur allemand comme étant un parti extrémiste de droite, c'est le mot précis, après un rapport de plus de 1000 pages, une enquête qui a duré 3 ans. Bref, tout ça est très étayé parce que sa conception de la société est ethnique, donc raciste, et de ce fait contraire aux grands principes de la Constitution allemande. Est-ce que vous envisagez de quitter votre groupe ENS, où il y a majoritairement donc des gens d'extrême droite? Alors non, je m'inscris en faux contre ce qualificatif d'extrême droite. J'ai regardé, comme vous, manifestement, ce rapport. Je trouve que c'est une honte, qu'il a choqué énormément de monde dans tout l'Occident. Vous avez peut-être vu la prise de parole du vice-président des États-Unis, qui estime lui aussi, alors que pourtant l'Allemagne est un allié aujourd'hui des États-Unis, qui achète des armes américaines, etc., qui considère que c'est une honte. Pourquoi? Mais qui soutient l'AfD, y compris pendant les élections allemandes aussi. Pourquoi est-ce que c'est une honte? D'abord parce qu'il arrive à point nommé. Il arrive au moment où l'AfD vient de dépasser la CDU dans toutes les enquêtes d'opinion, à partir à 26%. Donc je le redis, que 26%. cette enquête a duré 3 ans. Cette enquête a duré 3 ans et elle arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que permet ce classement? Ce classement permet d'intercepter des conversations privées. Il permet de mettre sur écoute des opposants politiques. Alors, moi qu'on me dise, je combats la vision de l'AfD, je suis pas d'accord avec une expulsion de telle ou telle catégorie de migrants, je crois que les clandestins en situation irrégulière devraient rester sur le sol français, qu'on dise tout ça. Moi, je suis en désaccord profond, vous le savez, mais passe encore. On a le droit de combattre des adversaires politiques, mais les mettre sur écoute. Intercepter des conversations privées. Mais ça, c'est une honte. Il y a eu l'histoire du nazisme, et là, ce qui est clairement dit, c'est que l'AfD porte une conception du peuple basée sur l'ethnie et l'origine, non compatible avec l'ordre fondamental libéral et démocratique qui a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour éviter le retour du nazisme. Alors, je crois que ça, c'est pas suffisamment grave pour, au fond... Alors, moi, je suis tellement démocrate que je considère qu'on ne défend pas les démocraties, quand bien même ce serait assis sur des bonnes intentions, de bons sentiments, en prenant les méthodes des totalitarismes. Mettre sur écoute des opposants politiques, pardonnez-moi, ça n'est pas digne d'une grande démocratie. Mais est-ce que l'Allemagne, vu l'histoire qu'elle a, est-ce que cette histoire ne lui a pas enseigné qu'il fallait arrêter l'extrémisme de droite? Alors, je vous le redis, pour moi, ça n'est pas extrémiste de considérer qu'il y a aujourd'hui eu une immigration de masse qui a provoqué une société violente. J'y reviens, on le disait en début d'émission. Considérer qu'aujourd'hui, 26% d'Allemands seraient quasiment des nazis, je trouve que c'est scandaleux. C'est ne pas voir le malheur dans lequel aujourd'hui vivent les peuples dans tout l'Occident, y compris chez nous. C'est le problème de la transformation d'un régime par des colères populaires et qui peuvent aboutir à la catastrophe qu'on a vécue. Regardez chez nous. Vous avez 64% des Français, selon le dernier sondage du CSA, qui estiment qu'il y a trop d'immigrés d'origine extra-européenne sur notre sol. Vous pouvez être en désaccord. J'imagine que sur France Inter, vous êtes en désaccord. Et que ne vous faites partie pas des 36... de ce que pensent nos auditeurs. Pas vos auditeurs, je parle de vous trois, mesdames, mais peut-être que vous êtes dans la majorité des 64%, quand bien même vous ne le seriez pas. J'imagine que vous ne pensez pas qu'il faut mettre sur écoute les 64%, qu'il faut les interdire de citer, etc. Moi, c'est ce que je dis. Je dis que ce n'est pas parce que l'AfD défend de telles positions que pour autant, il faut se mettre à dire qu'ils sont des extrémistes. Je pense qu'ils défendent ce que pense une grande partie du peuple allemand. Vous voyez bien que votre petit groupe, il est boudé par tous
toutes les autres formations d'extrême droite à Bruxelles. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de cordon sanitaire. Quand vous êtes 26, tout juste 26, il faut vous êtes ni avec Giorgia Meloni, vous savez ni avec Marine Le Pen, ni avec Viktor Orban. Mais eux non plus ne sont pas ensemble. C'est pas pour autant qu'ils se boudent. Est-ce que vous savez par exemple que nos amendements ont été votés, y compris par le PPE, madame? Non, vous ne le savez pas. Lesquels et sur quel sujet? Parce que là, sur l'immigration, madame, sur l'immigration et sur la nécessité de frontières extérieures. Donc précisément le sujet qui manifestement vous dégoûte et que vous considérez que c'est un retour au nazisme, Il n'y a aucun sujet qui nous dégoûte. Nous abordons absolument tous les sujets. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on a le droit qu'on de penser qu'on doit expulser des immigrés en situation irrégulière. Non, le droit, non. On n'a pas le droit? Non, enfin, je veux dire, en tout cas, ce ne sont pas... Aujourd'hui, c'est dans le droit, madame, pour le coup. Ça n'est pas appliqué, mais c'est dans le droit. Pardonnez-moi. Le fait d'avoir le droit d'expulser des immigrés en situation irrégulière, c'est aujourd'hui dans le droit. Donc oui, on a le droit de le faire. Mais donc que l'AfD considère qu'il faille expulser certaines catégories. Donc vous y êtes très migrants, heureuse par exemple, dans ce petit groupe. Moi, écoutez, je travaille, je fais mon travail. Si peut-être qu'on va y venir aussi, à part les qualificatifs accolés par certaines institutions très politisées. Je rappelle d'ailleurs, juste pour revenir sur ce sujet-là, que cette institution-là a été condamnée à de multiples reprises par la Cour fédérale allemande pour des irrégularités dans ses décisions, et que par ailleurs, je vous le disais, ça arrive à un moment opportun. Dans cette décision, cet office reconnaît lui-même les raisons politiques pour lesquelles il fait ce classement. Et il dit, c'est parce que les partisans de l'AfD ont un discours hostile à l'égard de certains migrants et alimente, disent-ils, la peur à l'égard de cette catégorie. Donc, voilà. Si pour ça on doit être mis sur écoute, on n'est plus en démocratie. Donc, pour répondre aux questions qu'on vous posait, vous restez au sein de ce groupe. Tout à fait. Et est-ce que vous assumez d'être d'extrême droite? Pas du tout. Alors, je viens de vous répondre. À mon avis, le fait de dire que 64% des Français seraient d'extrême droite parce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, c'est un signe, à mon sens, d'une démocratie malade. Considérer que ce genre d'opinion, qui à mon avis ne relève que du bon sens, mais une fois de plus, parce que je suis démocrate, je peux comprendre que certains soient en désaccord avec moi. Mais pas avec de telles conséquences. Je peux comprendre qu'on oppose des arguments, je pense avoir raison, je pense que la majorité des Français ont raison lorsqu'ils considèrent qu'aujourd'hui, sur l'immigration, on a donné, qu'on aboutit par notre politique d'accueil massive à une société ultra-violente, que les Français aujourd'hui ont raison d'avoir peur, que ce qu'on a qualifié trop longtemps de sentiment d'insécurité est en train de nous exploser au visage, comme en réalité une insécurité bel et bien réelle, qu'on a peur en France. La question, c'est de savoir qui met de l'huile sur le feu pour effectivement donner cette impression de société violente. C'est-à-dire la question, c'est... Au Bataclan, est-ce que vous considérez que c'est quelqu'un d'extrême droite? Non, mais là, c'est une attaque terroriste. Et donc Non, mais je veux dire, ça s'est passé, c'est un fait, c'est factuel, effectivement. Là, j'ai l'impression que vous englobez une situation plus générale de la situation française aujourd'hui qui est à feu et à sang. Ce n'est pas le sentiment que j'ai par rapport à mon pays. Quand Dabia... Mais là, on est en train de sortir complètement du sujet. Et je vois qu'il est déjà... Vous me posez des questions, je me permets de répondre par courtoisie, mais si on n'a même pas le droit de répondre... Avancer. Non, on a le droit... Une question, Alix, c'était ça, non? Non, c'était alors on avance. Avancer. Votre parti, Reconquête, défend l'idée de l'union de la droite et de l'extrême droite, ce dont ne veut pas entendre parler Marine Le Pen. Elle était mercredi à Narbonne pour célébrer la traditionnelle fête de Jeanne d'Arc. On écoute la chef de file du Rassemblement national. Aux législatives de 2024, ils vous ont volé la victoire. Aujourd'hui, ils veulent vous voler celle de 2027. Mais ils n'y arriveront pas. Dans un an, en 2026, ce sont les élections municipales. Ce sont elles qui vous donneront l'occasion de vous lever contre leur entreprise de confiscation de la démocratie pour la reprendre en main au plus près de chez vous. Comment est-ce que vous analysez, Sarah Knafo, ce qui se passe en ce moment au Rassemblement national? Le parti est en crise depuis la condamnation de Marine Le Pen. Quel est son avenir politique désormais? Est-ce qu'elle doit rester le plan A pour 2027 ou se dépêcher de préparer son plan B, à savoir Jordan Bardella? Écoutez, je pense que ils sont les seuls à pouvoir vous répondre. Moi, je fais une porte-parole du Rassemblement national. Je constate ce que ça dit de notre démocratie, à savoir qu'on empêche une candidate qui représente une grande partie des électeurs français de se présenter. Sur ce point-là... Donc pour vous, c'est politique. Il y a quand même un procès. C'est une justice politique. Vous reprenez les termes de Marine Le Pen. Alors sur ce point-là, si je peux finir, je considère que quand on a détourné de l'argent public, on doit payer, ce qui est une évidence. Surtout quand on doit payer une amende. Préconisé l'impunité zéro pour... Oui, si vous voulez, on doit payer une amende.
On doit rembourser évidemment parce que c'est de l'argent public. Ensuite, la question pour moi qui se pose, c'est celle de l'éligibilité ou non. Et sur ce point-là, je vous le redis, parce que je suis une démocrate, je considère que c'est le peuple qui doit décider si le fait d'avoir détourné de l'argent public mérite qu'on ne vote plus pour la personne ou mérite qu'on vote quand même pour lui. Donc sur ce point-là, vous prenez un pays comme la Suisse, ils sont revenus sur les peines d'inéligibilité. C'est à mon avis la plus grande démocratie du monde, même si c'est un petit pays, c'est la plus grande démocratie par le fait qu'il fasse des référendums sur toutes les questions, qu'il permette au peuple de s'exprimer à chaque fois. Et c'est le pays qui a supprimé les peines d'inéligibilité en considérant que le peuple était assez adulte et assez mature pour sanctionner lui-même les comportements qu'il jugeait déviants dans une démocratie. C'est pour ça que je disais ça. En revanche, vous avez raison, ils ont appliqué la loi. Les juges ont raison d'appliquer la loi quand même. Et c'est bel et bien normal, quand on a détourné de l'argent, de devoir le rembourser, quand bien même de payer une amende. Françoise. Voilà. Ça, vous avez raison. Mais du coup, comment vous analysez-vous votre propre situation par rapport à, au fond, cette maelstrom qui se passe à l'extrême droite? Est-ce que vous pensez qu'il y a une opportunité pour le courant que vous représentez? Comment vous analysez la situation? Alors sur cette question, je suis davantage habilitée à répondre que pour préjuger de ce que va faire le Rassemblement national. Donc sur cette question, vous avez raison de le dire, nous on propose l'union des droites. On est les seuls à la proposer à droite, alors que la majorité des électeurs de droite la souhaitent. Donc, alors ce qu'on appelle l'union des droites, hein, c'est la droite et les extrêmes droites. Alors moi, je pense pas qu'il y ait un parti d'extrême droite aujourd'hui en France. Bref, c'est mais si vous voulez dire le RN, Reconquête et LR, voilà. Vous avez raison. Okay. Donc nous, on propose cette union. Pour qu'il y ait une union, il faut que chacun soit décidé à gouverner ensemble. Nous, on y est prêt chez Reconquête et on invite les autres à le faire, notamment parce que c'est le moyen de gagner aujourd'hui. C'est le moyen de pouvoir enfin changer les choses en France avec une majorité très forte. Bruno Retailleau a dit qu'il n'en voulait pas. Marine Le Pen a répété à de multiples reprises qu'elle n'en voulait pas. Je pense que les deux pensent qu'ils peuvent gagner tout seuls, alors que l'histoire a montré qu'ils Est-ce que ce serait plus simple avec Jordan Bardella? Je pense que ce serait à lui qu'il faut poser la question. En attendant, nous... Vous discutez quand même au Parlement européen ou pas avec Jordan Bardella? Oui, tout à fait. Nous, on garde la main tendue. On est prêt à s'asseoir à la table et le jour où ça changerait, si un jour ça change, s'il devient le plan B, etc. Si un jour ça change, on serait toujours prêt à discuter. En attendant, chez vous apportez quoi? Pardonnez-moi, vous apportez quoi? Parce que vous êtes un tout petit parti qui est devenu encore plus petit que petit puisque quasiment tout le monde vous a quitté. C'est-à-dire qu'à la table de négociation, vous négociez pourquoi? Donc il y a des gens qui sont partis en imaginant que le RN allait gagner à l'époque des législatives. Merci de le rappeler. Ils sont partis parce que voilà, malheureusement, certains politiciens sont comme ça. Ils volent à la victoire et puis après ils s'aperçoivent. Au Parlement européen, en fait, il y a vous et Éric Zemmour aujourd'hui. Non, il y a beaucoup d'autres gens. Il y a Jean Messia que vous pouvez citer. On a énormément de cadres qui travaillent au quotidien. Ça me fait répondre à la question sur ce qu'on fait aujourd'hui. On prépare les municipales. On a aussi beaucoup de cadres qui sont sur le terrain, notamment dans des petites communes, qui travaillent à créer des listes pour demain. Et nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on essaye d'agir concrètement pour les Français. Alors, ce qu'on y fait, par exemple, j'ai dénoncé, il y a peu de temps, j'ai fait des révélations sur l'aide publique au développement. La conséquence, non, c'est trop long. Quelques mois plus tard, pardonnez-moi, là, c'est complètement autre chose. Ça va prendre une phrase. Le gouvernement, quelques mois plus tard, annonce qu'il va baisser cette aide de 2 milliards d'euros. Premier résultat concret. On a été les premiers à lutter contre les ZFE. Le gouvernement annonce, en tout cas le Parlement, dit qu'on pourrait revenir dessus. On a une association, les parents vigilants, 75 000 parents dans toute la France, qui obtiennent des victoires concrètes pour leurs enfants à l'école. Donc voilà ce qu'on fait chez Reconquête. On travaille pour les Français. De l'union des droites et de la personne qui pourrait incarner ça. Vous avez évoqué Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, d'une certaine manière, il porte vos combats sur l'autorité, sur le voile, l'Algérie, l'immigration, sur l'économie. Il est libéral comme vous. Est-ce que c'est pas devenu le visage courtois du zemmourisme? Si vous le trouvez plus courtois, je ne sais pas, à vous d'avoir la réponse. Moi, je remarque que pour l'instant, c'est vrai, il parle comme Zemmour, mais il a les mêmes chiffres d'immigration que Macron. Donc, à la fin de l'année, on verra à combien on en est. Pour l'instant, moi, j'ai vu que la France était devenue le premier pays d'accueil de demandeurs d'asile. On a dépassé un record. C'est triste que ce soit sous Bruno Retailleau. Je vous parlais tout à l'heure du nombre des expulsions. On attend les résultats et je crois que les Français s'impatientent sur cette question. Merci, Sarah Knafo, pardonnez-moi.